La peur guide Maupassant. On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur toute sa surface qu'une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel, qui semblait ensemencé d'étoiles, un gros serpent de fumée noire. Et derrière nous, l'eau toute blanche, agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battu par l'hélice, moussé, semblait se tordre, remuer tant de clarté qu'on eût dit de la lumière de lune bouillonnante. Nous étions là, 5 ou 6, silencieux, admirants, l'œil tourné vers l'Afrique lointaine où nous allions. Le commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit soudain la conversation du dîner. « Oui, j'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté 6 heures avec ce rocher dans le ventre, battu par la mer. Heureusement que nous avons été recueillis vers le soir par un charbonnier anglais qui nous aperçut. Alors, un grand homme à figure brûlée, à l'aspect grave, un de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longs pays inconnus, au milieu de dangers incessants, et dont l'œil tranquille semble garder dans sa profondeur quelque chose des paysages étranges qu'il a vus. Un de ces hommes qu'on devine trempé dans le courage, par là pour la première fois. Vous dites, commandant, que vous avez eu peur, mais je n'en crois rien. Vous vous trompez sur le mot et sur la sensation que vous avez éprouvée. Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant. Il est ému, agité, anxieux, mais la peur, c'est autre chose. Le commandant reprit en riant. Ouais, mais moi je vous dis que j'ai bien eu peur ce jour-là. Alors, l'homme au teint bronzé prononça d'une voix lente. Permettez-moi de m'expliquer. La peur, et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur, c'est quelque chose d'effroyable. Une sensation atroce. Comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit aux revenants et qui s'imagine apercevoir un spectre dans la nuit peut avoir peur. Doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur. Moi, j'ai deviné la peur en plein jour, il y a 10 ans environ. Je l'ai ressenti l'hiver dernier par une nuit de décembre. Et pourtant, j'ai traversé bien des hasards, bien des aventures qui semblaient mortelles. Je me suis battu souvent, j'ai été laissé pour mort par des voleurs, j'ai été condamné comme insurgé à être pendu en Amérique et jeté par-dessus bord en mer de Chine. Chaque fois, je me suis cru perdu. J'en ai pris immédiatement mon parti, sans attendrissement et même sans regret. Mais la peur, ce n'est pas cela. Je l'ai pressenti en Afrique. Et pourtant, les filles du Nord.
Le soleil la dissipe comme un brouillard. Remarquez bien ceci, messieurs. Chez les orientaux, la vie ne compte pour rien. On est résigné tout de suite. Les nuits sont claires et vides. Les inquiétudes sombres qui hantent les cerveaux dans les pays froids. En Orient, on peut connaître la panique, mais on ignore la peur. Eh bien, voici ce qui m'est arrivé sur cette terre d'Afrique. Je traversais les grandes dunes au sud de Ouargla. C'est là un des étranges pays du monde. Vous connaissez le sable uni, le sable droit des interminables plages de l'océan. Eh bien, figurez-vous, l'océan lui-même, devenu sable au milieu d'un ouragan. Imaginez une tempête silencieuse de vagues immobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme des montagnes, ces vagues inégales, différentes, soulevées tout à fait comme les flots déchaînés, mais plus grandes encore, et striées comme de la moire. Sur cette mer furieuse, muette et sans mouvement, le dévorant soleil du sud verse sa flamme implacable et directe. Il faut gravir ces lames de cendres d'or, redescendre, gravir encore, gravir sans cesse, sans repos et sans ombre. Les chevaux râles enfoncent jusqu'aux genoux et glissent en dévalant l'autre versant des surprenantes collines. Nous étions 2 amis, suivis de 4 spahis et 4 chameaux, avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus, accablés de chaleur, de fatigue, et desséchés de soif comme ce désert ardent. Soudain, un de nos hommes poussa une sorte de cri. « Hey, moi !» Tous s'arrêtèrent, et nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable phénomène, connu des voyageurs en ces contrées perdues. Quelque part, près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait, le mystérieux tambour des dunes. Il battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt affaibli, arrêtant puis reprenant son roulement fantastique. Les Arabes épouvantés se regardaient, et l'un dit en sa langue « La mort est sur nous ». Et voilà que tout à coup mon compagnon, mon ami, presque mon frère, tomba de cheval, la tête en avant, foudroyé par une insolation. Et pendant 2 heures, pendant que j'essayais en vain de le sauver, toujours ce tambour insaisissable m'emplissait l'oreille de son bruit monotone, intermittent et incompréhensible. Et je sentais glisser dans mes os la peur. La vraie peur. La hideuse peur. En face de ce cadavre aimé, dans ce trou incendié par le soleil entre 4 monts de sable, tandis que l'écho inconnu nous jetait à 200 lieues de tout village français le battement rapide du tambour. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était d'avoir peur. Je l'ai mieux su encore une autre fois. Le commandant interrompit le conteur. « Mais, pardon, monsieur, ce tambour, qu'était-ce » Le voyageur répondit « Je n'en sais rien. Personne ne sait. Les ouvriers, souvent surpris par le bruit singulier, l'attribuent généralement à l'écho grossi, multiplié, démesurément enflé par les vallonnements des dunes, d'une grêle de grains de sable emportés par le vent et heurtant une touffe d'herbe sèche. Car on a toujours remarqué que le phénomène se produit dans le voisinage de petites plantes brûlées par le soleil et dures comme du parchemin. Ce tambour ne serait donc qu'une sorte de mirage du sud. Voilà tout. Mais je n'ai appris que ça un peu plus tard. J'arrive à ma seconde émotion.
C'était l'hiver dernier, dans une forêt du nord-est de la France. La nuit vint 2 heures plus tôt, tant le ciel était sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté sur un tout petit chemin, sous une voûte de sapin dont le vent déchaîné tirait des hurlements. Entre les cimes, je voyais courir des nuages en déroute, des nuages éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans le même sens avec un gémissement de souffrance. Et le froid m'envahissait, malgré mon pas rapide et mon lourd vêtement. Nous devions souper, et coucher, c'est un garde forestier dont la maison n'était plus éloignée de nous. J'allais là pour chasser. Mon guide, parfois, levait les yeux et murmurait « Tonton ». Puis, il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le père avait tué un braconnier 2 ans auparavant, et puis depuis ce temps, il semblait sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses 2 fils, mariés, vivaient avec lui. Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la branchure des arbres entrechoqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante. Enfin, j'aperçus une lumière, et bientôt, mon compagnon heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nous répondirent, puis une voix d'homme, une voix étouffée, demanda « Qui va là ?» « Galère !» Mon guide se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inoubliable tableau. Un vieil homme à cheveux blancs, à l'œil fou, le fusil chargé dans la main, nous attendait debout au milieu de la pièce, tandis que ses 2 fils, 2 grands gaillards armés de haches, gardaient la porte. Je distinguais dans les coins sombres 2 femmes à genoux, le visage caché contre le mur. On s'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna de préparer ma chambre. Puis, comme les femmes ne bougeaient point, il me dit brusquement « Voyez-vous, monsieur, j'ai tué un homme. Voilà 2 ans cette nuit. L'autre année, il est revenu m'appeler. Je l'attends encore ce soir. » Et puis il ajouta d'un ton qui me fit sourire « Aussi, nous ne sommes pas tranquilles. » Je le rassurai donc comme je pus, heureux d'être venu justement ce soir-là et d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. Je racontai des histoires et je parvins à calmer à peu près tout le monde. Près du foyer, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemblent à des gens qu'on connaît, dormait le nez dans ses pattes. Au dehors, la tempête battait la petite maison, et par un étroit carreau, une sorte de Judas placé au-dessus de la porte, je voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent, à la lueur des grands éclairs. Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens. Et chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin, là d'assister à ces craintes imbéciles. J'allais demander à me coucher, quand le vieux garde fit tout à coup un bond de sa chaise, saisit de nouveau son fusil et bégayant d'une voix égarée « Le voilà ! Le voilà, je l'entends !» Les 2 femmes retombèrent à genoux dans leur coin en se cachant le visage et les fils reprirent leurs fusils et leurs haches. J'allais tenter encore de les apaiser, quand le chien endormi s'éveilla brusquement et levant la tête, tendant le cou, regardant vers le ciel de son œil presque éteint, il poussa un de ces lugubres hurlements qui font tressaillir les gens dans la campagne la nuit. Tous les yeux se portèrent sur lui. Il restait maintenant immobile, dressé sur ses pattes comme hanté d'une vision, et il se remit à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde livide cria « Il est là! Il le sent! Il le sent parce qu'il était là quand je l'ai tué !»
Les deux femmes, égarées, se mirent, toutes les deux, à hurler avec le chien. Malgré moi, un grand frisson me courut entre les épaules. Cette vision de l'animal en ce lieu, à cette heure, au milieu de ces gens éperdus, était effrayante. Alors, pendant 1 heure, le chien hurla sans bouger. Et la peur, l'épouvantable peur entrait en moi. La peur de quoi, le sais-je, mais c'était la peur, voilà tout. Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux, l'oreille tendue, le cœur battant, bouleversé au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce en sentant les murs et gémissant toujours. Cette bête nous rendait fous. Alors, le paysan qui m'avait amené se jeta sur elle, dans une sorte de paroxysme de terreur furieuse, et ouvrant une porte donnant sur la cour, jeta l'animal dehors. Il se tut aussitôt. Et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, tous ensemble, nous eûmes une sorte de sursaut. Un être glissé contre le mur du dehors vers la forêt. Puis il passa contre la porte, qu'il sembla tâter d'une main hésitante. Puis on n'entendit plus rien pendant 2 minutes. Puis à nouveau, il revint, frôlant toujours la muraille, et il gratta légèrement, comme ferait un enfant avec son ongle. Puis soudain, une tête apparut contre la vitre du Judas, une tête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des fauves. Et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. Alors, un bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré, et aussitôt les fils se précipitèrent. Bouchèrent le Judas en dressant la grande table qu'ils assujettirent avec le buffet. Et je vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais pas, j'eus une telle angoisse de cœur, de l'âme et du corps que je me sentis défaillir, prêt à mourir de peur. Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible. On osa débarricader la sortie qu'en apercevant par la fente d'un auvent un mince rayon de jour. Au pied du mur, contre la porte, le vieux chien gisait, la gueule brisée d'une balle. Il était sorti de la cour en creusant un trou sous la palissade. L'homme au visage brun se tut et dit: « Cette nuit-là, pourtant, je ne courus aucun danger. Mais j'aimerais mieux recommencer toutes les heures où j'ai affronté les plus terribles périls que la seule minute du coup de fusil sur la tête barbue du Judas. » Va sonner, et une chose diabolique tapis dans l'ombre. Sous le rayon de lune,
Tu vois un truc qui presque arrête ton cœur. T'essayes de crier, mais la terreur te glace avant de le faire. Tu cherches à fuir, mais le monstre est déjà vedant tes yeux, abandonné, parce que c'est l'effroi ce soir, et personne ne te sauvera de la bête prête à frapper. Tu sais c'est l'effroi ce soir, tu te bats pour ta vie dans un film d'horreur ce soir. La lumière, tu espères encore voir le soleil. La porte se referme et tu réalises qu'il n'y a plus d'issue. Tu sens la main froide et tu te dis que c'est ton imagination. Mais tout ce temps, tu cherches la bête encore qui va te tuer, et tu es cuit, parce que c'est l'effroi ce soir, et personne ne te sauvera de la bête aux 40 yeux. Tu sais c'est l'effroi ce soir, tu t'imagines ce pas dans un film d'horreur ce soir. Prochaine séance 18h, la cafetière, Théophile Gautier, merci. La cafetière, Théophile Gautier. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coic et Pedrino Broglioni, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes. Et, par sa pesanteur, ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis en y rentrant comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de bouchers représentant les 4 saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux de glace
sculpté lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette, couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. 2 ou 3 robes, de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parquet bien ciré. Et à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac, encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme. Et je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés, tondus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps et lorsqu'il fut éteint tout à fait. Oh non. Je n'ose pas dire ce qui est arrivé parce que personne ne me croirait et on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin-clopant vers le foyer. Elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore beaucoup plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, John Falstaff, sortit en grimaçant la tête de son cadre et après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris haleine qu'il tira de sa poche, de son pourpoint, une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette. Et il l'appliqua à tous les cadres, les uns après les autres. Et tous les cadres
s'élargir de façon à laisser passer aisément les figures qu'il rassemblait. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assit. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois, et la conversation commença, certes la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille, qui marchait vers minuit un pas imperceptible. Enfin, minuit sonna. Était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit : « Voici l'heure, il faut danser. » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement. Alors chaque cavalier prit la main d'une dame et de la même voix dit : « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez. » Dansa d'abord le menuet. La pendule sonna 1 heure. Ils s'arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m'avait échappé. Une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes, que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je puisse m'en rendre compte. Et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis 20 ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquais d'une oscillation de tête la musique qui n'avait cessé de jouer. Et quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir et d'entreprendre une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car, levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas, quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. Je ne sais pas comment ça se fit. Je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler par mon nom. Et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna. La voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit : « Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir. Mais vous savez ce qui en résultera ? » « N'importe !
répondit Angela d'un ton boudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. Pastissimo. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et chose remarquable, quoique l'orchestre triplait de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient « Bravo !» et frappaient de toute leur force dans leurs mains, qui ne rendaient aucun son. Angela, qui avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes jusqu'alors, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué, ses petits pieds qui, une minute auparavant, effleuraient le parquet, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. « Angela, vous êtes lasse, lui dis-je. Reposons-nous. » « Je le veux bien, dit-elle, en s'essuyant le front avec son mouchoir. Mais, pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange? Je vous prendrai sur mes genoux. » Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme du marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et magnifique créature. Je n'avais plus aucune idée ni de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi. Et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait entre le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre. Les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler. Car son âme brillait dans son corps, comme une lampe d'albâtre. Et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta. Une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige, rien que d'y penser. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, je m'évanouis. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Cohic et Pedrino Borglioni se tenaient là, debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria. « Eh ben, c'est pas dommage. Ça fait bientôt 1 heure que je te frotte les tempes avec de l'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit? » « Parbleu! C'est l'habit de noces de mon grand-père, dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose, à ramages verts. Voilà les boutons de strass et de filigrane qui nous vantaient tant. Théodore l'aura trouvé dans quelques coins et l'aura mis pour s'amuser. Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal? Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c'est une belle occasion de lui faire des minauderies.
Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris, je suis sujet à cela. Répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement, et puis on déjeuna. Mes 3 camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borghignoni tambouronna des mâches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'autre furent une partie de dames et moi je tirais mon album avec un papier de vélin et je me mettais à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière, qui avait joué un rôle si important dans les scènes de nuit. C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela, dit l'hôte, qui ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante? M'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. Elle est morte il y a 2 ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bain. Hélas, répondis-je douloureusement. Et, retenant une larme qui était prête à tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je compris ce jour-là qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. Sonner et une chose diabolique tapis dans l'ombre. Sous le rayon de lune, tu vois une chose qui presque glace ton cœur. Tu cherches à crier, mais la terreur te glace avant de le faire. Et tu veux fuir, mais la bête est déjà prête à t'attraper, abandonnée, parce que c'est l'effroi ce soir, et personne ne te sauvera de la bête à t'attaquer. Tu sais, c'est l'effroi ce soir, tu te bats pour ta vie dans un film d'horreur ce soir. La porte se referme et tu réalises qu'il n'y a plus d'issue. Tu sens la main froide et tu voudrais voir encore le soleil. Tu cherches tes yeux, mais le monstre est là prêt à te déchirer. Et tout ce temps, cette bête était là prête à t'attirer. Et tu es cuit, parce que c'est l'effroi ce soir,
et pas de seconde chance contre la bête aux 40 yeux. Tu sais, c'est l'effroi ce soir. Tu te bats pour ta vie dans un film d'horreur ce soir. Ah, 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 ah. Multiséance, 19h, le jeu du bouton, Richard Matheson. Merci.